Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Lupu. Benjamin est responsable Internet dans un grand groupe de presse, mais je le connais surtout pour ses écrits, pour sa passion pour les littératures de l'imaginaire. Bonjour Benjamin. Bonjour à tout le monde. Alors Benjamin, on discute souvent écriture ensemble et tu écris à un rythme impressionnant, tu mènes plusieurs projets d'envergure en parallèle dont on va parler. Mais la première question qui me vient, c'est comment tu tiens le choc? Je ne sais pas, je suis peut-être la réincarnation d'un moine copiste. Je me suis souvent, souvent dit ça. Euh, En fait, c'est devenu naturel. J'ai tendance à dire que c'est comme le sport. Donc, c'était très dur au début. Ça, faut être franc. Le fait d'avoir cette contrainte dans sa journée qui dit, bon bah voilà, il faut passer du temps à faire autre chose que regarder une série dans un canapé. Et puis, je sais pas, au bout de 1, 2, 3 mois, on finit par totalement s'y habituer et comme quoi l'être humain est super adaptable. Et c'est devenu un vrai plaisir maintenant. C'est vraiment une vraie pratique parce que c'est actif en fait. C'est vrai que tu t'es pas passif quand tu fais ça. Ça fait travailler ton cerveau, ton imagination, etc. Donc, comment je tiens le choc? En fait, je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que je fais des pauses. Il y a des fois où j'écris pas. C'est pas non plus l'armée. Hein. Il y a pas Ouais. d'obligation. Mais je ressens pas ça comme je ne ressens plus ça comme une contrainte, pour être exact. Hmm, ok. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est ton moment plaisir en fait. C'est voilà, Ouais. hmm, la relaxation presque. Relaxation, non. Enfin, il y a quand même un truc, c'est que, enfin, faut être concentré. C'est un travail intellectuel, donc voilà, il y a des recherches à faire. Parfois, il y a des trucs, ça vient pas. Tu n'arrives pas à écrire ton truc, tu rames, comme on dit. Voilà, donc non, t'es fatigué après l'avoir fait. Un peu comme le sport, en fait. Tu te sens bien, mais t'es crevé, quoi. Ok, je vois le truc. Comment tu es arrivé à l'écriture en fait? Pourquoi tu t'y es mis et qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Oh, la question incroyable. Alors, en fait, moi, j'ai un parcours un peu en zigzag, donc euh, ça, comme un peu tout le monde, je crois que c'est plus ou moins né à l'adolescence. À l'époque, je voulais plutôt faire de la bande dessinée et je voulais plutôt faire du dessin, d'ailleurs. Il se trouve que ça n'a pas bien marché pour tout un tas de raisons. C'est devenu une espèce de frustration. Et en fait, je me suis rendu compte qu'écrire, ça demande aucun matériel. Euh, Ça, tu peux le faire tout seul. C'est ton cinéma à toi. Si tu veux, je sais pas, avoir des vaisseaux spatiaux par milliers qui déboulent, t'as pas besoin de faire, voilà. Donc c'est un art très peu contraignant et en même temps fantastiquement créatif parce que tu peux déployer des univers. Moi, je suis plutôt dans les littératures d'imaginaire. Voilà, c'est très intimiste aussi lire un livre. Donc c'est comme ça et tu peux le faire n'importe où. Donc pour moi, c'est un moyen très commode de raconter des histoires. C'est pas tellement l'écriture qui m'intéresse, c'est le fait de déployer des histoires. Et je trouve que le médium de l'écrit, par son investissement minimal, euh, finalement, s'adapte bien à ce que je suis capable de faire et ce que je peux faire en fait au quotidien. Alors tu vois, quand je dessinais, bon bah voilà quoi, il n'y avait pas encore le digital, mais je devais quand même avoir mon matériel, mon machin. Enfin, voilà. Ouais. C'était un peu compliqué. Puis après, il faut trouver un scénariste et puis il faut trouver un éditeur. Enfin, c'était très compliqué. Alors que l'écriture, voilà, c'est instantané. Voilà, je crois que c'est instantané. Et encore une fois, moi, je pense que je pourrais faire du scénario, du cinéma, de la bande dessinée, ce serait le même plaisir. C'est pas tellement l'écriture, le plaisir, c'est vraiment l'idée d'être un conteur. Ça, par contre, je l'ai toujours eu depuis l'adolescence. Pourquoi? Ben, je ne sais pas trop. C'est un peu mystérieux en fait. Hein. Je vois. Tu rattaches ça aussi, tu vois, au plaisir de la lecture. Comment tu équilibres la partie lecture et la partie écriture? Tu arrives à lire suffisamment à ton goût et... Oui, alors moi, je suis un très très gros lecteur. Euh, je suis un très très gros, en fait, de manière générale, consommateur d'histoire. C'est vrai que la bande dessinée, que ce soit d'ailleurs du manga, de la bande dessinée franco-belge, pas de comics par contre, je suis moins comics. Tout ce qui contient une histoire puissante, ça peut être du théâtre, un conte, une série, et évidemment la lecture, mais pour les mêmes raisons. C'est qu'en fait, le fait de lire, ça peut se faire partout, encore plus avec les liseuses. Moi, en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à raconter des histoires. Moi, le premier livre dont je me souviens, c'est très marrant, c'est ma mère m'engueulant parce que j'essayais de lire Ulysse alors que j'étais en CP, c'était l'histoire d'Ulysse. Donc je Ouais. comprenais rien, donc j'étais frustré à mort. Mais j'ai été quand même fasciné par cette histoire un peu d'Homère, quoi, qui est toujours aussi magique des milliers d'années après. Et je crois que les livres, moi, ça m'alimente tout le temps. Alors je les lis avec un œil, un double cerveau.
je les lis en tant que plaisir de lecteur, puis je regarde un peu comment le bonhomme ou l'autrice a fait, quoi, tu vois. Et je trouve plein de trucs. Il y a plein de choses très, très déroutantes. Il y a des choses que je pourrais jamais raconter, mais il y en a plein où tu piques un peu des trucs et astuces. Voilà. Donc oui, j'arrive à équilibrer, je le fais. Moi, c'est mon moyen de détente. Hein, je fais ça et de la cuisine. Donc, tu vois, c'est pas. C'est des deux hobbies pour me détendre, quoi. Très bien. Bah, sur les livres, tu vois, sur les premiers livres, moi, c'est celui qui m'a marqué le plus, je dirais, où je me souviens encore aujourd'hui. C'était, alors c'est pas un grand classique, je sais même pas si ça se retrouve encore aujourd'hui. C'était, tu sais, les collections Bibliothèque Verte. Tu avais une C'est collection sur fantastique, ça. Alfred Hitchcock. Et tu avais un Alfred épisode. Hitchcock raconte, ouais, je crois que Alfred c'est ça. Hitchcock raconte, ouais. Et il y avait une araignée appelée araignée. Alors c'était des histoires un peu. C'était un peu le Club des Cinq, mais ouais, à deux trois jeunes dans une caravane et il leur arrivait des aventures. Et voilà, j'ai sursauté en tournant une page, quoi. Ouais, moi j'ai tout lu alors pas ça, mais j'ai lu la Bibliothèque Verte. Et plus tous les romans de gare de science-fiction, j'en ai consommé des kilotonnes. Et c'est ce plaisir de l'histoire, ce plaisir du conte, ce qui fait que du coup, tu vois, je suis moins attiré par des livres qui sont de non-fiction, type essai, ou même des choses qui sont très contemporaines, où c'est juste des moments ou des éclairages sur un moment intimiste. Tout ça, c'est moins agréable à lire pour moi. Je nie pas que ce sont des très grands livres, mais tu vois, voilà. C'est vrai que par exemple, chez Les Mémoires d'Adrien, par exemple, c'est un livre que j'adore, mais c'est une fiction, tu vois. C'est pour ça que je l'adore. Alors, il y a plein de choses derrière, mais c'est une fiction. Et il y a d'autres livres non-fiction où j'ai plus de mal. C'est moins ma came, quoi. Mais c'est vrai que la bibliothèque verte, etc., c'est la magie de la lecture. Alors, à l'époque, il faut noter quand même qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de livres pour les ados Oui. et les gamins, quoi. Et là, aujourd'hui, ils ont un univers à découvrir qui est fabuleux. Ouais, exactement. Et il y en a beaucoup qui commencent avec Harry Potter, donc ça commence Ouais, quand même avec un niveau, un niveau oui, très élevé. c'est pas faux. Ouais. Alors, tu as commencé à publier, j'ai l'impression, avec les mystères de Kioche, en fait. C'est ça le. Ouais, alors ça, c'est une histoire un peu folle. Bon, oui, parce que finalement, tu l'as pas dit, mais c'était très flatteur, mais j'ai écrit depuis finalement assez peu de temps. Je veux dire, euh, tout le monde écrit. Déjà, je crois même que la France, c'est un pays où tout le monde écrit, ou a envie d'écrire, en fait. C'est plutôt un beau signe, je trouve. Il y a des gens qui s'en moquent, mais moi, je préfère que les gens aient envie d'écrire plutôt que d'acheter des flingues et tirer partout. Je trouve ça plus malin. Voilà, donc ça me va très bien. Un pays d'écrivains, ça me va très bien. Mais c'est vrai que après, il y a, je sais plus, on en avait discuté d'ailleurs de ça, hein, déjà. Le fait d'avoir des lecteurs, ça change tout. Enfin, pour moi, ça change tout. Même 10, tu vois, même un. Ouais. Mais pas, j'entends pas un lecteur de ta famille, toi, hein. Quelqu'un qui t'a découvert, pas par hasard non plus, mais que tu ne connais pas, qui prend ton histoire et qui la consomme. Ça, c'est un truc de fou. Et donc, je sais pas pourquoi, on peut attribuer ça à la crise de la quarantaine, peut-être, mais je me suis dit à un moment, il va falloir avoir des lecteurs. Ça sert à rien sinon. Non, la première fois où je me suis dit, tiens, je vais être publié, c'est vraiment avec ce concours. J'ai répondu, mais complètement par hasard, je le raconte sur mon blog, mais vraiment complètement par hasard. J'ai répondu à un concours qui était lancé par l'écrivain Pierre Pevel, qui est un écrivain de fantasy et d'imaginaire français, un des meilleurs sans doute, qui a ouvert son univers, un univers d'un Paris merveilleux. Et je me dis, bah vas-y. En fait, j'étais épuisé par une autre activité, j'avais envie de changer. J'ai écrit un synopsis, j'ai écrit un début de nouvelle, etc. Mais ça fait un peu bizarre de dire ça ou un peu fausse humilité, mais j'en attendais pas grand-chose au final. Je l'ai fait presque sur un coup de tête, sauf que le type a dit oui, quoi. Euh, Ouais, et belle histoire, ouais. ouais. Et après, en plus, j'étais pas tout seul, hein. Il y a trois autres, pardon, autrices qui ont été sélectionnées aussi, et le livre est paru depuis, etc. Et puis Pierre nous a accompagnés, c'est-à-dire qu'il nous a un peu filé ses tips and tricks, tu sais, pour réussir, quoi. Il nous a guidés, nous a un peu mentorés, là. C'était vraiment bien. Sauf qu'un matin, alors ça, je la raconte toujours, cette anecdote, parce que c'est un truc qui m'est arrivé de bizarre, en fait. J'ai d'abord eu une période d'euphorie quand il a dit oui, tu sais, dans le métro, je raconte toujours, je devais sourire comme un idiot, et comme si j'habite à Paris, les gens devaient me regarder comme un fou furieux en disant ce type est pas normal, il a l'air béat, mais pourquoi? Et puis après, je me suis tapé une déprime. Et complètement idiote, c'est-à-dire, je me suis réveillé un matin en me disant, mais les mecs vont taper mon nom dans Google et j'ai rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont trouver plein de choses à propos de moi, mais certainement pas un truc autour de l'écriture.
Et j'ai pas réussi à me détacher de cette idée. Mes amis, ma famille, ma femme m'a dit: «Mais tu complètement crétin, évidemment que t'as rien, tu commences», et cetera. Et moi, c'était un truc, ça m'a complètement stressé. J'étais c'est le truc irrationnel. Et je me suis mis à écrire. Je me suis dit: «Avant que ce truc paraisse, il faut qu'il y ait des trucs, quoi». Ouais, donc tu as rempli ton profil. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, moi, j'étais très naïf, hein, ça a mis genre 2 ans à publier, mais je me disais: «Putain, dans un mois, ça va paraître, il y aura rien». Donc je me suis dit: «Il faut que faut que tu prennes un truc facile à écrire, rapide et qu'il y ait rapidement un bouquin». Et je me suis mis et c'est là que je me suis mis à écrire tous les jours, enfin, tu vois, je me suis vraiment fixé ça. Et c'est vrai que 2-3 mois après, j'avais ma première novella, qui est donc Le Premier Mystère de Pioche. Maintenant, il y en a presque, bah, il va y en avoir 8 dans quelques jours, puis il y en aura 10 en tout. Hem Et voilà, mon parcours commence comme ça, donc une histoire, qui frise l'irrationnel ou voilà. Mais par contre, c'est vrai que du coup, j'ai sauté dans le grand bain. C'est-à-dire que quand tu publies ton premier truc, même en auto-édition, c'était Les Mystères de Pioche, enfin, tu des lecteurs qui te répondent immédiatement. Ça m'a c'est très bizarre. Oui, oui, il y a des gens qui t'écrivent, qui disent: «Ah, c'est bien, ça j'ai pas aimé». Et là, je Donc me tu as suis dit: des «C'est gens génial». qui surveillent Amazon et puis qui se disent, oh, ça a l'air sympa. Ouais, c'est le mystère des algorithmes, ou je sais pas, j'ai peut-être posté un truc sur Facebook, ou je sais pas comment ils m'ont trouvé honnêtement, du bouche à oreille. Enfin, je parle pas de mon cercle proche qui évidemment, très sympathiquement a été acheter les premiers bouquins, même s'ils ont pas lu, ou peut-être, j'en sais rien en fait. Mais là, il y avait des vrais gens qui surgissaient de nulle part. Et construire une histoire avec les lecteurs, j'imagine pas écrire sans ça en fait. Je fais pas partie de ces gens qui écrivent pour eux-mêmes en fait. J'écris vraiment pour diffuser des histoires, donc ça a tout changé. Ouais, je suis un peu pareil dans le sens où, tu vois, j'ai besoin de le mettre sur un blog. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le lit, etc. Mais au Mais il y a moins, des gens. il y a des gens, tu as un retour. Voilà, tu vois, tu rencontres des gens après, tu les croises, tu dis, ah bah tiens, j'ai lu C'est tel ça, article parce que c'est exactement ça. avant de te rencontrer, ils se documentent sur toi, ils vont voir ce que tu as fait et puis voilà, ils t'en parlent. C'est une forme d'échange, tu vois. Moi, ça me... Non, c'est pas une forme d'échange parce qu'en fait, on n'échange pas vraiment avec un lecteur dans le sens où enfin, il peut te donner un avis sur l'histoire, mais tu co-crées pas avec lui. Mais il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Et rencontrer un lecteur, discuter même de n'importe quoi, savoir qu'il a lu une histoire et que ça l'a embarqué quelque part, moi je le conseille à tout le monde, hein, c'est une excellente thérapie, c'est génial. Donc non, non, mais c'est vrai, hein, c'est topissime. Tu peux rencontrer des enfants qui t'ont lu, tu peux rencontrer au salon fantastique, j'ai rencontré une dame qui avait 60 ans, qui était folle de fantaisie et qui avait adoré. On a passé un quart d'heure, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Une mamie quoi, Miss Marple, tu vois, qui vient de voir et qui dit ouais j'ai vachement aimé les orques machin. J'étais là, Ouais, et c'est puis super. c'est étonnant sur le fantastique, la fantasy, etc. Même la science-fiction, t'as tout type de profil de personnes qui lisent ça, quoi. Au-delà Ouais. de, ouais, c'est pas seulement le geek, c'est pas la caricature du Non, je crois lecteur qu'on a mâle dépassé geek. cette époque. Ouais. Bon, Ouais. il y en avait beaucoup quand même à un moment, faut le reconnaître, qui était un peu similaire aux joueurs de jeux de rôle. Et je trouve que là maintenant, depuis vraiment longtemps, contrairement à ce que veulent bien dire les gens, c'est très diversifié. Euh, voilà, non, non, franchement, aujourd'hui, on vit une époque autour de l'imaginaire où d'abord c'est plus dans un ghetto, parce qu'en France, on était quand même un des seuls pays où c'était dans un ghetto. Enfin, ça l'est encore un peu, mais on a une espèce d'élite littéraire là qui était un peu bizarre. Alors ça, c'est l'autre truc que j'aime bien, c'est que moi, je suis vraiment dans les littératures de l'imaginaire, c'est populaire. Voilà, tu rencontres des vrais gens. C'est pas un club philosophique dans le 5e arrondissement de Paris. Et, euh, et ça c'est génial. Tu rencontres tout le monde lit l'imaginaire, tout le monde aime l'imaginaire. Ou pas, il y a même des gens qui viennent te voir en disant qu'ils n'aiment pas, mais au moins ça fait réagir et tu rencontres tout le monde. Donc c'est un vrai, c'est un filet dérivant pour communiquer avec les gens. Moi je trouve ça vraiment très agréable. J'ai l'impression aussi qu'il y a, tu vois, t'as comment, un milieu, un cercle, un club, et effectivement, comme tu dis, ça c'est considérablement ouvert et diversifié. Donc maintenant, il y a beaucoup d'autrices formidables Ouais, sur ça c'est un ce progrès aussi. domaine. C'est fantastique de voir à quel point quand même, il faut bien reconnaître que pendant très longtemps, les littératures imaginaires ont été légèrement kidnappées quand même par un certain type, un certain profil. Et d'ailleurs, c'est pas propre à l'imaginaire, hein. Je crois que la littérature n'était pas très ouverte hein, quand même. Pas qu'aux femmes, hein, de manière générale, à la diversité de notre société. Je pense qu'on a d'immenses progrès à faire. Hein, je pense que les événements en ce moment nous le montrent. Néanmoins, il faut quand même pas
enfin, moi, je me souviens comment c'était dans les années 80. Je me rappelle quand même d'un prof de français dans un grand lycée parisien où j'ai fait mes études, qui me traitait de nazi parce que je lisais Tolkien. Il m'a dit, tu es un nazi. T'as envie de dire, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'était le point Godwin, mais tu vois, t'as même pas un temps limite. Il arrive tout de suite. Et tu te dis, quelqu'un qui imagine que parce qu'on lit quelque chose qui est inspiré de littérature, c'est vrai, nordique, je sais pas quoi, tu sautes à la case nazie, tu te dis, mais il y a une maladie, il y a quelque chose, il faut se calmer, il faut respirer, faire du yoga ou je sais pas quoi, mais c'était très extrême. Je trouve que maintenant, ça l'est beaucoup moins, il y a une énorme représentativité, il y a plein de voix dans l'imaginaire, et je trouve ça pour le coup, je trouve ça un progrès. Moi, j'aurais du mal à vivre dans un monde fermé quand même. Je trouve que c'est bien. Alors, je rebondis sur un peu la caricature dont tu parlais, mais c'est vrai que très vite, sur les littératures de l'imaginaire, on peut tomber dans la caricature. J'en ai entendu une récemment dans un podcast où la personne parlait de l'univers steampunk, mais elle l'a présenté, sans dire le nom, elle a dit steampunk après, mais elle l'a présenté en disant une parodie de Jules Verne. Donc voilà, c'était la définition pour lui du Ça peut, steampunk. par ailleurs, ça peut. Si tu veux faire une parodie de Jules Verne, tu peux. Alors moi, je suis pas du tout chapellien. Je n'ai pas de dogme. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal. Souvent, les gens te demandent ce que tu écris. Il faut réutiliser effectivement les étiquettes que tout le monde utilise, parce que sinon c'est très dur à expliquer. Mais je ressens pas. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de littérature d'imaginaire, voilà, de fiction, de. J'ai pas du tout. Je suis absolument insensible aux catégorisations, mais vraiment. Après, je comprends qu'il y ait des courants, des besoins de s'identifier, etc. C'est juste pas mon truc. Voilà, donc j'essaye un peu d'être éclectique. Voilà, donc euh, ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que si le steampunk pour elle c'est ça, bah voilà, tu vois. Mais moi j'ai envie de vous dire, lisez, faites-vous votre avis. Voilà, lisez 3 bouquins steampunk et vous verrez qu'en fait il y a autant de steampunk qu'il y a d'auteurs de mon point de vue. Mais bon. Il y a une idée, si tu veux, du steampunk qui est incontournable, qui est un sorte de 19e siècle, pour l'instant très occidental d'ailleurs, fantasmé, avec des progrès technologiques qui ne sont pas arrivés, c'est-à-dire, voilà. Et autour de ça, le 19e siècle embarque un certain nombre de mythes, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, H.G. Wells, Jules Verne, tous ces gens-là. Et donc, il y a une espèce de réutilisation de tout ça, de tous. Parce qu'en fait, eux, ils extrapolaient sur leur société à eux, finalement. Et donc, c'est une espèce de rétro-science-fiction. Voilà, il y a un aspect politique aussi, surtout dans le steampunk français, où on va présenter tout ce qui est autour de la révolution industrielle, etc. Mais ce n'est qu'un décor dans lequel tu racontes finalement les histoires que tu veux, comme le médiéval fantastique. Si tu veux raconter une romance, tu la racontes. Si tu veux raconter un roman d'espionnage, tu la racontes. Tu racontes ça. Si tu veux de l'horreur, tu vois, je veux dire, ce n'est qu'un habitat. Voilà. Hmm. Donc, tu peux pas le définir le steampunk, pas plus que tu peux définir le roman contemporain en fait. Ouais, Mais c'est il y une a un ambiance, décor, ouais, il y a un ouais. décor, il y a une ambiance qui est plutôt. C'est comme dans le médiéval fantastique, tu peux toujours te débarrasser des oripeaux du médiéval fantastique, mais si tu perds tous les repères, il y a un travail à faire pour les reconstruire auprès du lecteur. Il faut juste que tu le saches, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de steampunk, ça me séduit parce que j'aime bien l'aspect, j'aime bien le siècle en fait, le 19e. Et du coup, tu t'es trouvé directement, quand tu as collaboré avec Pierre Pével, tu t'es trouvé directement plongé dans cet univers, alors qui n'est pas un univers proprement steampunk, qui est un peu merveilleux. T'es Ou... Ouais. coincé, t'es Ouais, coincé. ouais, je suis coincé. Mais non, ce Pierre Pavel, il s'en fout. En fait, quand tu demandes à Pierre Pavel ce qu'il a voulu écrire, il a juste dit, j'ai eu cette idée d'une tour Eiffel en bois blanc avec des elfes, voilà. Et après, les mecs ont dit, oh, mais c'est du steampunk, ça. Mais sauf qu'il n'y a pas une machine à vapeur, de cuivre, de machin, etc. Il a juste pris cette belle époque dont il est follement amoureux, par son esthétique, ses événements, son histoire, etc. La belle époque française, en l'occurrence. Et il s'est dit, je vais le faire rencontrer avec un monde féerique et je vais créer une histoire qui n'est jamais arrivée, donc une chronie autour de ça. Et puis comme j'aime bien les Brigades du Tigre et ce genre de choses, je vais récupérer ce genre d'ambiance. Et c'est du Pierre Pevel, c'est pas du steampunk, c'est tout. Alors moi, c'est ce qui m'a plu chez Pierre Pevel. Bon, comme j'ai fait des études d'histoire et que lui, il est enfin, il est assez historien dans l'âme aussi. Moi, j'aime bien les univers qu'il construit parce que, en plus, je suis parisien, donc il a réellement fait, il a joué avec Paris et
peux te balader dans le Paris des merveilles, hein. Si tu vas dans Paris et que tu suis les romans, tu vas pouvoir te balader dans Paris, sauf que au Luxembourg, tu vas avoir des dragonnets, tu vas avoir des fées lucioles, des gnomes à la terrasse des cafés, ce genre de trucs. Moi, j'ai trouvé ça follement passionnant. Il y a un petit côté Rouletabille, Arsène Lupin et tout que je suis pas forcément fan de ce genre de littérature, mais il y a un côté aventure facile, rapide, avec une belle cadence, etc. C'est assez original, ça a un beau succès, hein, ce bouquin. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de fans de cette série. Et non, je dirais pas que c'est du steampunk. Honnêtement, moi, j'ai pas. C'est une réinterprétation du début du XXe siècle, mais c'est pas du steampunk du tout dans le sens où il n'y a pas des gens avec des goggles, des chapeaux de forme et des pistolets avec des rivets, quoi. Euh, donc c'est pas très grave. C'est un très bon roman que je vous conseille si vous aimez les aventures enlevées, légères, pleines d'humour, ce genre de choses. Donc dans le Paris de la Belle Époque, hein, qui a un décor assez fascinant. Alors un Paris un peu fantasmé, une Belle Époque un peu fantasmée, il en a gommé les aspects un peu glauques. Donc je me suis retrouvé surtout avec Pierre Feuvel plongé chez quelqu'un qui a un compteur. Un mec considère qu'il a vraiment un métier, et je peux te dire qu'il le fait avec sérieux. C'est un artisan, c'est pas le poète qui attend que la muse l'inspire, hein. Il travaille, c'est un acharné. Et ça m'a donné une grosse leçon quand même. C'est-à-dire que il se sent, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il a une responsabilité, il sent qu'il a une responsabilité quand il écrit une histoire, c'est faut que ça marche, quoi. Et moi, j'aime beaucoup, je suis pas très nouvelle vague dans le cinéma, par exemple. J'aime bien ce qui s'est passé avant avec Carnet, avec Renoir, avec Prévert, avec Audiard, tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont produit des œuvres poétiques fabuleuses, sauf que c'est des acharnés. Ils bossaient, vraiment. Quand tu vois comment Audiard bossait, à la fin, tu as un truc léger et facile, mais je peux te dire que les tontons flingueurs, il a bossé, il a vraiment bossé, quoi. Ils avaient un savoir-faire. Voilà. C'est l'idée du savoir-faire, et c'est Pierre qui me l'a fait découvrir. C'est presque une école, voilà. Ouais. Le projet, alors, le projet, c'était comment? C'était conte. Contes et récits du Paris des merveilles, donc grosso modo, il ouvre son univers de la Belle Époque, il te laisse rentrer dedans et tu fais ce que tu veux. Déjà, ça, c'est super. Donc, tu t'exprimes. Alors après, évidemment, s'il aime pas, il te le dit, il corrige, etc. Il peut même refuser, mais tu peux raconter tout type d'histoire dans ce décor. Tu peux l'étendre l'univers, tu peux faire ce que tu veux. C'est une nouvelle, une grosse nouvelle quand même, plutôt une novella d'ailleurs, où tu racontes une histoire qui donc complète l'univers de Pierre Pevel, ce Paris des merveilles. Et donc voilà, donc c'est un projet magnifique. Donc là, il en a relancé deux autres, donc ça va devenir une espèce de série. Parce que ça a marché, hein. D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'une anthologie marche. En France, ça marche pas très bien les anthologies, mais là, ça a fonctionné. Ça s'est vendu, quoi. Les gens étaient ravis de retrouver des personnages et d'en découvrir des nouveaux, quoi. Ouais, c'est l'univers qui attire. Alors, je pense que l'univers déjà de base avait beaucoup plu aux lecteurs. Cet univers, d'abord, il est très original. J'en connais pas d'autres qui. Alors depuis, oui, il y en a eu plein d'autres, hein. Des gens qui utilisent Paris à la Belle Époque, et il y en a un paquet, mais c'est quand même Pierre Beuvel qui l'a fait en premier. Alors il y a des trucs, des mecs qui font des trucs glauques, des auteurs qui, enfin, tu vois, mais lui, il a cette patte indescriptible. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est original. Les gens attendent un quatrième tome, je pense, donc ça a aussi joué le fait de se dire ah chouette, il y a une espèce de petit sucre à se mettre sous la dent en attendant. Il y a l'idée aussi de découvrir des jeunes auteurs. Il y a plein de gens qui sont venus me voir là au Salon Fantastique en me disant ah, c'est cool, vous connaissez pas, etc. Euh, donc voilà, c'est une opportunité assez folle. Donc les éditions Brajlon, Stéphane Marsan, Pierre Pevel, c'est un petit pari de leur part. Alors, je pense pas que c'est pas non plus un pari gigantesque, mais à l'échelle d'un micro-auteur comme moi, je crois que que ce soit Catherine, Bénédicte ou Sylvie, les autrices avec qui j'ai pu travailler, là, on a tous ce sentiment d'avoir bénéficié d'une vraie opportunité. Ouais, c'est une professionnalisation accélérée. Voilà, tu apprends, Exactement. tu es dans le bain et puis tu avances, quoi. Ouais, puis on avance jamais mieux qu'avec des contraintes. Enfin, en tout cas, moi, j'avance jamais mieux qu'avec des contraintes. Le fait de devoir rendre, de travailler avec un écrivain professionnel qui gagne sa vie grâce à ça, etc., tu te dis qu'il faut quand même, si t'as un minimum de respect pour toi-même, Ouais. tu vas faire les trucs un peu bien quand même. Ouais, faut travailler. Ouais, faut bosser. En même temps, c'était un immense plaisir parce que j'ai traité d'un sujet que j'aime énormément, qui est l'art du 19e siècle. Donc j'étais c'était pas une douleur, hein, franchement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, et j'entends beaucoup là, tu vois, la dimension collective du projet d'écriture. Tu as l'impression que
quand t'écris, t'es tout seul devant ta feuille, etc. Mais là, tu vois, t'as participé à une anthologie. J'ai repéré le nom, alors je connais pas cette personne, mais Sylvie Poulain, qui travaillait sur cette anthologie et qui, je crois qu'elle travaille maintenant avec toi sur Les Mystères de Kioche. Tout à fait. Donc comment ça s'est fait d'ailleurs? Vous avez sympathisé et puis tu t'es dit on va travailler C'est ensemble? exactement ça. Bah, tu vois, on revient au début. C'est-à-dire, je pense que si tu veux écrire, alors il y a des gens qui sont très probablement solitaires et qui ont besoin d'être seuls pour écrire, et c'est très bien. Mais pour écrire, le mantra, c'est de trouver le bon rythme, le bon environnement. Et encore une fois, faut pas que ce soit une douleur. Si c'est une douleur, ça va être terrible, hein. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui courent tout seuls, qui font du footing tout seuls, et il y a des gens qui courent en groupe, pour X ou Y raison. Ben, en fait, l'écriture, c'est un peu pareil. Il se trouve que moi, je suis plutôt un écrivain qui aime collaborer. Voilà, j'ai découvert ça un peu par hasard. C'est-à-dire, ça m'empêche pas. En fait, tu es toujours seul, hein, face à ton histoire, etc., hein, bien sûr. Mais j'ai besoin de sparring partners. En fait, j'ai besoin de gens à qui discuter des projets. J'ai besoin d'échanger des idées. Avant Sylvie, parce que Sylvie m'a rejoint à la fin de la première saison des Mystères, j'ai un très bon ami, Davy, avec qui je déjeune tous les 15 jours. Et, euh, et on imagine un mystère de Kioche à chaque déjeuner. Alors on l'écrit, je l'écris ou pas, mais cette espèce d'échange ou de discussion fait que j'avance. Voilà. Et Sylvie, elle a le même état d'esprit. Donc effectivement, elle écrit avec moi, ça se passe très bien parce que, alors par contre, tu cours avec des gens avec qui tu as le même niveau à peu près, tu vois, et la même volonté ou les mêmes projets. Enfin, il faut quand même un peu de similarité parce que sinon, évidemment, ça marche pas bien. Mais Sylvie et moi, beaucoup de points communs dans l'écriture, les histoires qu'on veut raconter, etc. Et aussi beaucoup de différences, parce qu'il faut beaucoup de différences quand même, pour que ce soit intéressant. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup, y compris presque quotidiennement, hein, sur tous les projets qu'on fait. Il y a une espèce d'intrusion. Alors, je pense qu'il y a des écrivains qui ne doivent pas du tout aimer ça. Quelqu'un qui dit ah, peut-être que tu devrais faire ça. Je pense qu'il y a quelques écrivains qui doivent dire ouais, bon, bah, mets-toi de ce qui te regarde, qui va écrire ton livre. Moi, pas du tout. C'est pas pourtant que je vais accepter l'idée ou pas, mais quelqu'un qui vient me dire et si, tu vois, c'est le principe du et si, et je trouve, mais ça c'est le jeu de rôle, je pense. Mais moi, je suis un très grand rôliste et j'aime beaucoup jouer au jeu de rôle, j'ai fait ça depuis mon enfance. Et la co-création d'une histoire, c'est incroyable, hein, les histoires qui naissent autour d'une table de jeu de rôle. Et que le maître de jeu, il maîtrise rien, il faut le savoir. C'est presque du théâtre d'improvisation. Ouais. Ouais. Et ben, je retrouve ce plaisir. Alors, j'aime écrire mes propres histoires, une sorte de fierté ou d'orgueil là-dedans, mais j'aime aussi les challenger, les confronter, les co-créer. Enfin, tu vois, des gens qui misent dedans, que ce soit un bouillonnement d'idées. À la fin, je reste juge de ce qui passe et ce qui passe pas. Voilà. Et dans les mystères de Kioche, on a été plus loin, puisque là, on co-écrit, on co-scénarise et on co-écrit toute la deuxième saison. Ce qui est un travail dantesque, hein, faut le savoir, hein, c'est pas facile. Et c'est un plaisir fantastique parce, parce que bon, je sais pas comment dire. C'est faut essayer. Bon, vous verrez, c'est génial. Il faut trouver son alter ego. Mais si vous arrivez à trouver un alter ego, l'imagination en fait, elle est démultipliée quand elle est faite à plusieurs. Bon, moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des poules de scénaristes pour certaines séries en fait. Je crois que voilà, je crois que c'est le cas pour Star Trek par exemple, c'est le cas pour Person of Interest, c'est le cas pour Le Bureau des légendes. Il y a un groupe de gens qui écrivent ensemble et je remarque quand même que ces séries-là sont généralement pas mal, quoi. Ça me rappelle aussi un peu, tu vois, j'avais écouté ce que disait Bernard Werber dans son process d'écriture. Souvent, alors il écrit le matin et après il va déjeuner souvent avec différentes personnes. Et puis, bah voilà, il échange sur des idées. Et puis il y en a un qui dit, bah ça, moi je prends, je vais l'utiliser. Et puis, ok, C'est je te ça. le laisse. Et puis voilà, ils échangent et puis se partagent des idées, ils brainstorment et voilà, ça donne des nouvelles choses. Mais en fait, c'est très humain, hein. J'imagine que les gens qui faisaient des veillées avant se racontaient des histoires. Enfin, je crois pas que l'homme écrit, enfin l'humain, je veux dire, écrit enfin, ou crée tout seul. Ça me paraît bizarre comme idée. Par contre, le truc qui a pas marché avec moi, c'est l'échange avec des gens qui n'écrivent pas. Ils sont pas conscients des contraintes, ils sont pas conscients il faut quand même partager un vocabulaire ou un savoir-faire. C'est un peu comme un ébéniste qui devrait discuter avec un ébéniste pour parler de son métier. Voilà. Mais ça, c'est moi. Mais j'ai constaté que quand tu parles avec des gens qui sont soit des lecteurs avertis, soit ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, je ne trouve pas mon compte parce que
En fait, ils savent pas bien comment se construit une histoire. Et donc, c'est très très dur ça reste des remarques de lecteur, en fait. Et moi, j'ai besoin de remarques d'auteur, c'est ça. Alors ça fait partie de ma routine, tu vois. C'est-à-dire que, et ça, c'est génial d'avoir les réseaux sociaux, ce genre de choses, des messageries. C'est-à-dire que tout au long de la journée, finalement, l'histoire évolue et progresse à travers un dialogue, que ce soit avec Sylvie très souvent, mais avec d'autres personnes aussi. J'imagine que quand tu travailles avec un éditeur, c'est pareil. Il y a une espèce voilà. Alors, encore une fois, c'est parce que moi, je suis plutôt de jogger en groupe, tu vois. Je sais pas comment ça se passe, faudrait que tu invites un auteur ou une autrice solo, quoi. Elle doit avoir une expérience autre. Bah, j'ai un souvenir aussi, tu parlais des éditeurs, il y a vraiment des auteurs qui apprécient, tu vois, t'as fait ton premier jet, t'as l'histoire qui est posée, qui se disent, ok, le travail commence maintenant parce que il va y avoir des échanges, on va rebondir, l'histoire va être Mais même au tordue, niveau du synopsis, s'améliorer. il faut le faire, je pense. Ouais. Je pense honnêtement, bon, c'est un peu l'expérience que je suis en train de vivre là. Je ne citerai personne parce que le contrat n'est pas signé, donc je te le dis tout de suite. Mais normalement, je devrais publier mon premier roman, donc ça c'est fabuleux. Et l'échange avec la personne donc, qui est l'éditeur, c'est exactement ça. Dès le synopsis, moi je fais partie probablement de ces auteurs qui ne sont pas dérangés par quelqu'un qui dit ouais c'est pas mal, mais enfin là tu devrais changer la fin pour telle et telle raison. Encore une fois, je suis pas obligé d'accepter, hein, je me sens aucune obligation particulière, mais voilà. Ça reste pour moi une moitié de ma vie, donc j'ai pas ce parcours d'un auteur où je sais pas, il s'engage à 20 ans et puis il va se battre pour que ça devienne toute sa vie. J'espère que ça m'arrivera, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, je pense aussi ça me permet d'être plus souple. Ouais, t'as le recul, ouais, tu te sens pas prisonnier. Non, 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 je mets pas un enjeu vital, voilà. Enfin, c'est très important pour moi quand même. Je veux dire, il y a des moments où tu as le blues, mais notamment quand les gens aiment pas ce que tu écris. Tu peux faire tout ce que tu veux et prétendre que ça ne te fait rien, c'est pas vrai. Mais bon, il y a aussi une part peut-être liée à l'âge aussi. Je pense que tu n'acceptes pas la même chose à 20 ans et à 40 en fait. Mais je dis pas que j'ai un recul faramineux, mais en fait, j'apprécie au contraire le dialogue autour de ce que je suis en train de créer et je crois, encore une fois, je crois que j'écris une meilleure histoire en échangeant. Je vois pas pourquoi les auteurs seraient les seuls. Enfin, quand tu fais un film, tu le fais à plusieurs. Quand tu fais une BD, tu le fais à plusieurs, etc. J'ai pas le mythe de l'auteur-réalisateur qui fait tout, quoi. Voilà. Mais ça, c'est personnel. À chacun de trouver son moyen de créer, quoi, et de raconter des histoires. Moi, j'ai des souvenirs de retour sur des textes où tu dis, ok, je comprends pas bien le retour. En plus, des retours assez, tu vois, en disant là, ça va pas, mais en te laissant trouver toi-même la solution. Et je trouve ça assez intéressant parce que tu te dis, ok, ça va pas. Alors au départ, première réaction, c'est oh là là, je peux rien toucher. De toute façon, tout va s'écrouler si je modifie. Bon, ça s'écroule, hein, je te le confirme. Ouais, et puis après, tu te dis, bon, ok, ça s'écroule, mais si je mets ça avant et que je réorganise comme ça tient quoi. Et après, une fois que tu l'as fait, c'est mieux. Mais c'est le boulot, mon ami. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, ton histoire, elle s'écroule 20 fois avant que tu la termines, hein, en fait. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. Il y a les mecs qui disent, oh, je vais tout écrire de nuit. Oui, c'est ça. Je ne te crois pas. Mais oui, alors moi, j'aime bien quand même. Tu sens tout de suite si c'est le retour de quelqu'un qui connaît le métier ou pas. Moi, j'ai senti la différence. Et moi, j'aime bien quand c'est, tu vois, les retours de l'éditeur que j'ai en ce moment. Enfin, je peux rien dire. Ça, c'est un mec qui a du métier. Ça, c'est pas parce qu'il est éditeur qu'il a du métier. C'est dans ses retours, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas con. En fait, c'est même très vrai. Donc, voilà. Et donc, j'ai appris à être souple, par contre. Ça, c'est un truc qui est difficile. C'est que je peux changer d'avis littéralement sur l'histoire du jour au lendemain. Si je, si je crois en la remarque qu'on m'a fait, si ça bouscule mes convictions et si je pense que l'histoire va être bien meilleure, je suis obligé de tout péter. Et ça, il faut apprendre à le faire. Et ça, c'est pas facile. Ouais, ouais parce que tu as déjà passé du temps, donc voilà, Bah, le temps est limité, quantifié. Donc tu te dis, ouais, ça va être un sacré défi à faire passer dans le temps que tu as ou que tu consacres à ça, en fait. Ça peut faire un peu peur, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi, tu vois, le côté l'écriture moderne. Bon bah voilà, on a aussi des traitements de texte. Bon, on peut se dire, ok, on va réussir à réutiliser des bouts, des choses. Toi, tu réécris de zéro quand tu Non. sais que c'est cassé ou non, tu reprends des bouts, Non, et d'ailleurs, je me suis vraiment organisé. Alors d'abord, je me suis organisé pour pouvoir écrire de manière nomade, parce qu'en fait, je sais jamais où je vais écrire, vu que bah, j'ai un travail, quoi. Alors,
je vais dans mon bistrot tous les midis. Alors c'est très marrant d'ailleurs parce qu'il y a donc Bernard au bistrot, qui est un vieux serveur qui a probablement été dans l'armée, je pense, vu la personnalité du bonhomme, qui ne sait absolument pas ce que je fais, mais qui a compris que j'allais ouvrir mon ordinateur, que j'allais mettre mon casque anti-bruit et que j'allais commencer à écrire. Et donc il sait qu'il va me servir un plat du jour, il connaît ma place. Et, euh, et c'est bon, je t'apporte le plat du jour, hein, comme d'habitude, Benjamin. Bon bah c'est bon, ça roule. Tu vois, et donc j'ai des habitudes comme ça, c'est génial. Bernard, si tu entends ce podcast un jour, je t'adore, c'est incroyable. Et, euh, et donc voilà, et donc je me suis organisé pour être nomade, mais je me suis aussi organisé pour profiter pleinement de cette époque merveilleuse où on a du traitement de texte collaboratif en ligne, où on peut corriger et relire à distance, on a enfin, moi j'ai vraiment configuré mon Word pour pouvoir drag drop, enfin déplacer des scènes, les tester, voilà. Donc ça m'est jamais arrivé de tout reprendre de zéro. Je pense que le jour où j'ai créé vraiment une histoire merdique, il le faudra. Mais en fait, comme je construis mes récits un peu de manière modulaire grâce à ces outils. Ça me permet de jamais me retrouver trop coincé pour l'instant. J'ai encore une expérience très courte. Euh, on pourrait refaire ce podcast tous les ans pour voir où j'en suis. Ok, mais avec plaisir, avec plaisir. Mais pour l'instant, les outils m'aident à créer, très clairement, et j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. En fait. J'ai une question après qui est un peu... Là, tu dis que tu t'es lancé dans un roman. Je pense que je connais la réponse, mais j'allais dire comment as-tu su que tu étais prêt pour te lancer? Alors comment je su que j'étais prêt je pense honnêtement que je ne suis pas prêt. En fait. C'était la réponse que j'attendais. Je pense honnêtement que je ne suis pas prêt. Et en fait, je découvre en fait que écrire un roman, c'est pas la même chose que ce que j'ai fait avant. Donc je galère franchement. Je galère avec plaisir, mais je galère quand même. Alors, ce que j'ai su, c'est qu'en fait, ça allait être très difficile de devenir un écrivain sans écrire de roman, par contre. Il y a un moment, il faut forcément y aller, quoi. C'est-à-dire que si tu veux faire de la plongée sous-marine, il va falloir quand même apprendre à plonger, quoi. Donc voilà, donc il y avait une grosse envie de raconter une histoire déjà, comme d'habitude. Le format quand même roi, toujours à l'heure actuelle, c'est quand même le roman. Hein. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, les gens ils lisent des romans. Voilà. Après, non, je savais que ça allait être une épreuve parce que ayant travaillé sur des grosses nouvelles, notamment avec Pierre, j'ai vu que à chaque fois il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a ce fameux savoir-faire en fait, qu'il faut acquérir. Donc oui, j'ai vraiment. Là, j'apprends, je suis le newbie total. Donc je fais toutes les erreurs possibles et imaginables dans le roman. Donc je mets 5 fois trop de temps. Voilà, et j'ai la faiblesse de croire que tout le monde est passé par là. Enfin, j'espère. C'est probable quand même. Ouais, voilà. Donc la chance que j'ai, c'est que ça risque d'être un roman fait pour être publié de manière professionnelle. Donc voilà, c'est une chance. Ouais, tu es encadré et t'es aidé. Alors aider, non, mais j'ai un vrai retour, j'ai une vraie perspective. Après, non, je me démerde bien tout seul. Ok. Non, bah, au bout d'un moment, t'es quand même un auteur. Hein. C'est comme le sportif, t'as ton coach qui dit, vas-y, cours plus vite, oublie pas de manger des protéines, machin. Mais enfin, au bout d'un moment, t'es sur la piste, puis c'est à toi de faire le job. Hein. Ouais. Donc t'en es là. Ouais, j'en suis là. Alors, encore une fois, bon là, j'ai l'air de me plaindre, mais c'est pas le cas. Je suis ravi d'être plongé dans le grand bain. Je suis ravi d'avoir cette perspective. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends un truc. Mais tous les jours, c'est incroyable. Euh, et quand même, je progresse. Je quantifie beaucoup mon travail, donc je vois que je progresse. Et j'espère raconter c'est probablement pas un chef-d'œuvre. Hein, je suis loin d'être Dostoïevski ou je sais pas qui, voilà, ou Steinbeck, enfin des gens que j'admire, mais produire une histoire qui embarque les gens pendant 4-5 heures de lecture, ça me va très bien comme projet. Comment tu vois ton été du coup? J'ai bossé, c'est l'enfer. Tu vas écrire pour les vacances. Mais carrément. En Ouais. fait, d'habitude, j'ai des plages de temps un peu normées, tu vois, dans la journée. Bon, là, c'est open bar, quoi. Il faut que j'écrive tout le temps, sinon je vais jamais y arriver. C'est une belle histoire. Ouais. En fait, je suis en train de préparer mes Jeux Olympiques à moi, tu vois. Ça arrive tous les 4 ans et et maintenant, il faut que j'y aille.
Non, non, là, c'est open bar. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai déverrouillé tous mes sacro-saints principes de temps, de machin, d'équilibre, et rien n'est équilibré. C'est-à-dire jusqu'à la fin du roman, je vais faire n'importe quoi, puis après, il va falloir que je prenne des vacances. Mais il y a des phases, tu vois, il y a des phases de ta vie où voilà, t'as des projets, t'as des obligations, t'as des stades, des étapes que tu veux passer. Bon, bah voilà, faut les passer, quoi. Oui, il y a une notion d'investissement. Bon, alors, la personne, enfin, j'avais discuté avec une personne qui m'expliquait, oui, j'ai pas trop de temps et tout. J'étais obligé de lui dire, enfin, écrire mécaniquement, ça prend du temps. Donc, enfin, je sais pas comment me dire. On me demande toujours enfin, souvent les gens, je sais pas pourquoi, parce que honnêtement, je suis pas vraiment un écrivain professionnel encore, etc. Mais il y a toujours des gens qui me disent, mais comment tu y arrives? C'est quoi les tips? Je dis, bah, il faut du temps et de la patience, quoi. Et puis beaucoup de volonté. Et puis, enfin, tu vois, c'est bête, c'est idiot, mais c'est vrai. Ouais, et puis, tu vois, il y a ces auteurs qui disent, ouais, j'avais préparé l'histoire et puis je l'ai écrit en un mois, mon roman. Bah, il y en a certainement qui arrivent, ouais. Ouais, mais il faut compter ce qu'il y a avant et compter toute la phase édition, Alors, il y a, réécriture, ouais, voilà. l'écriture, non, mais même, ouais, ouais. Alors, ça, pour le coup, c'est valable pour tout le monde. Alors, à moins que tu aies un univers tout fait ou je sais pas quoi. Euh, En tout cas, dans l'imaginaire, parce que je connais pas bien la littérature blanche et je sais pas trop si c'est identique ou pas dans le processus d'écriture, mais moi je sais que euh, dans un univers imaginaire, tu as toujours cette construction donc d'un univers qui doit être non pas crédible mais cohérent. Il peut être totalement irrationnel, mais il faut qu'il garde une certaine cohérence. Il faut que les personnages puissent l'habiter, par exemple, sans que ce soit un peu foufou. Ça prend un temps dingue. Et t'écris pas là. Ça prend un temps dingue de faire un truc qui est quand même bien ficelé, quoi. Et d'ailleurs, on sait tous, hein, toi le premier, quand t'as lu un univers qui a été ficelé, un peu de bric-broc, le mec a improvisé, ça se sent, mais en 2 secondes, quoi. Voilà. Moi, j'aime pas du tout ça. J'aime les univers qui se tiennent et qui sont denses et qui sont. C'est un peu comme le roman historique, quoi. Et, voilà, donc chacun ses goûts, mais c'est vrai que quand je tombe sur un univers qui est très créatif et en même temps très cohérent, bah, c'est génial, franchement. Et moi, j'ai envie de m'inscrire dans cette tradition-là, en fait. Hmm. Donc, ouais, il y a du préparation, recherche, etc. Derrière. Ouais, ouais, ça c'est des trucs que j'ai appris à faire quand je faisais mes études d'histoire, donc je sais que c'est long, je sais que c'est minutieux, je sais qu'il faut pas non plus se noyer là-dedans parce que ça tue la créativité si tu fais que ça. Mais je conseille vraiment à tout le monde, et il faut pas se faire bouffer par ça parce que ce qui est important c'est pas l'univers mais les personnages. Mais en même temps, c'est fabuleux d'avoir un décor qui porte tes personnages et ton histoire, et si tu l'as bien travaillé, bam, 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 c'est génial. C'est un vrai plaisir. Tu vois. Il y a quelques romans que j'ai lus, même si l'histoire en fait est bébête, l'univers te porte et tu te dis ah ça passe, c'est pas mal, quoi. Si t'as besoin d'être transporté, voilà, Bah c'est littérature d'imaginaire, quoi. Ça dépend comment tu le prends. Il y a des gens qui prennent la littérature de l'imaginaire comme une allégorie, une fable politique. T'as plein de manières de l'aborder. Mais si t'aimes moi je suis un adepte du sense of wonder, donc c'est le fameux truc américain de l'âge d'or de la science-fiction où on t'emmène sur des planètes exotiques, des trucs comme ça. J'aime bien l'aspect être transporté ailleurs, quoi. C'est voilà. Après, il y a des gens qui imaginent leur littérature comme ils le veulent. Moi, j'ai pas de souci, mais tu vois, je n'écris pas des manifestes politiques. Je peux parler de choses qui me tiennent à cœur et de mes convictions, mais c'est jamais le sujet principal, en tout cas pour l'instant. Euh, je ne parie pas, hein, on sait jamais. Euh, voilà. Ouais, ouais, non, mais je n'utiliserai pas contre toi ce podcast. C'est ça. Ouais. Non, parce que tu vois, je vais écrire un truc, je sais pas quoi, marxiste dans 2 ans. Bien, mais c'est bizarre quand même, t'as vachement changé. C'est intéressant de voir au point où tu en es dans, tu vois, dans ton aventure d'écriture. Le but, ça va être effectivement de te suivre et de refaire ça dans un an quand tu auras Ah, ça sera rigolo, ça. publié, etc. Donc on va se retrouver. Si quand même, ça serait intéressant de mettre en avant, tu vois, les points de contact pour suivre ce que tu écris. Je sais qu'il y a ta page Amazon, donc voilà, un peu. Oui, oui, alors moi j'ai un blog que je tiens, qui s'appelle bêtement benjaminlupu.net. Euh, Très bien. donc il y a différentes choses dessus. Souvent j'annonce ce qui se passe dans ma micro-carrière littéraire, mais il y a aussi des réflexions parfois, tu vois, sur les outils. J'ai créé un petit journal de mon aventure avec Pierre Pevel. Enfin, et j'essaye quand même voilà, d'animer un peu cette vie, puis de faire passer des idées. Voilà, et sinon, bah, vous allez me trouver sur les réseaux, hein, tout bêtement, sur Twitter ou Facebook. Ouais, on te trouve facilement. Oui, alors moi, je ne me déguise pas, hein, vous tapez Benjamin Lupu et vous allez me trouver un peu partout. C'est parfait, ouais. Voilà.
Ouais, et si vous voulez échanger, je le dis toujours, les gens le font pas assez, mais ça me pose aucun problème. J'essaie de répondre un peu à tout le monde, tu vois, et de discuter. Alors après, évidemment, parfois, je suis un peu occupé, mais voilà, j'essaye d'avoir un échange un peu continu avec les gens qui veulent l'avoir, quoi. Ok, bah c'est parfait et c'est un plaisir. Nous, on Ouais, échange aussi sur d'autres, tu vois, sur d'autres domaines, dans des groupes d'auteurs, etc. Et donc, oui. c'est toujours passionnant, passionnant et constructif. Je vais te souhaiter, je vais te laisser retourner à tes Ah oui, là, écrits. tu me piques du temps, hein, c'est moche. Ouais, ouais, je te remercie, merci Non, infiniment non, je pour ça. plaisante, je plaisante. Non, non, mais c'est voilà, c'est important, c'est important. Alors aujourd'hui, pour vous dire, là, pour donner un scoop, je suis en train de chercher l'emplacement d'une base secrète en mer Noire pour l'Empire ottoman. Voilà, donc c'est chacun son truc, hein. Il y a des gens qui bronzent, moi je fais ça. Tu es en zoom très très intense sur Google Maps et Ouais, tu scrolles ou... exactement, ou plus exactement, je suis en train de lire un blog qui parle de l'Empire ottoman et de comment il a conquis la mer Noire. Donc, Ok, donc tu cherches le bon spot, quoi. je pense l'avoir trouvé, mais c'est comme si une base secrète, je serais obligé de te tuer si je te révèle le nom de... D'accord, non, non, mais je lirai ça quand le roman va sortir, donc C'est avec, exactement. avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Bah, merci à Euh, toi, c'était super chouette. J'espère que ça sera intéressant pour les, je sais pas, on dit poditeurs, hein, je crois. Donc, ouais, on va dire poditeur, ouais. Moi, ouais, je sais pas trop, mais voilà, la pratique, mais voilà, ils sont baptisés. et je serais très curieux, en fait, c'est étonnant que cette histoire de double vie, c'est-à-dire l'idée de comment tu t'organises, ou qu'est-ce que tu fais pour faire une pratique artistique, même dans d'autres arts que l'écriture. C'est très curieux parce qu'effectivement, on est des bêtes un peu bizarres, des gens qui arrivent à maintenir deux activités ou une espèce de vie parallèle. C'est un truc qui m'intrigue, donc je pense que je vais suivre la série, voir un peu quelle perle tu arrives à trouver, quoi. Avec grand plaisir, il y a déjà quelques épisodes enregistrés, je pense que ça Ah, va te top. plaire. Ça, c'est top. Donc, ouais, je pense qu'il y a, ouais. Jusqu'ici, je suis rentré dans l'aventure et chaque fois, je ressors de chaque entretien émerveillé. Donc, Ah, c'est cool. Ah, bah, je vais écouter avec ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que du coup, t'as l'impression d'être moins une bête curieuse, quoi. Donc, tu te dis, tiens, il y a des mecs qui font pareil. je pense qu'il y a de la demande et finalement, c'est finalement la base de la création. En tout cas, quand tu commences, c'est toujours comme ça et puis ça peut se prolonger pendant un certain temps. Alors, je sais pas trop ça. On pourrait avoir la discussion plus tard, peut-être en off, mais je crois que c'est une démarche très particulière de pas se lancer à fond dans quelque chose 100%. Mais voilà. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Mais c'est une autre discussion. Ok. Bon, merci beaucoup, Benjamin. Merci à Et toi. puis, à une prochaine Bah fois ouais, pour de la toute façon, à suite. super bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.